chant du cygne. Les rivières quittent leur lit, les forêts sont sans abri, c'est fini. Adieu, c'est le chant du cygne. La nature a changé d'air, c'est la terre que l'on enterre en enfer. Laissez-moi chanter une dernière fois la vie d'avant, tout ce que n'auront pas nos enfants. Ciel bleu, tout bleu, la montagne qui lui touche un peu, le doux vent, l'océan et la paix des champs. In 5 years, I hope to have completed my bachelor's degree. J'aimerais vraiment ça voyager le monde, découvrir qu'est-ce que j'aime. J'espère que par ce temps-là, j'aurai trouvé un... In 5 years, I hope to have completed my bachelor's degree. J'aimerais vraiment ça voyager le monde, découvrir qu'est-ce que j'aime. J'espère que par ce temps-là, j'aurai trouvé un travail. Je planifie d'aller dans la production de scène. I have no idea where I'm going to be in 5 years. J'aimerais faire de la science politique. Une année en Inde. Maybe engineer or sciences. Still performing. I'm an actor. In mathematics or computer science or singing. For me, Canada is the best country in the world. Canada is a very kind country is the word I would use. Un pays qui est quand même très froid, donc on peut le dire. We had a civil war back in Kenya when I was younger. This safe haven, whoa, free place. Je pense qu'on est super chanceux d'être ici. Une collection de toutes les différentes cultures. Ils se mélangent pas, mais ils s'assemblent et c'est ça qui produit la beauté du Canada. Can't think of anywhere I'd rather be, actually. Our biggest challenge is to clean up Mother Nature. With like global warming, socio-economical politics, it doesn't look very bright. We don't hear a lot of good news for the future. We're hearing that like 2050, there's gonna be more plastic in the ocean than fish. Pour nous autres, c'est vraiment la technologie. That job might already have been taken over by something smarter, a computer. Ma francophonie, moi, je tiens vraiment à cœur. Les gens commencent à perdre le sens de la communication face à face. Overfishing, populations of animals are just completely dying. La technologie en médecine aussi.
paix des champs, le ciel bleu, tout bleu, la montagne qui touche un peu le lilas, et l'oiseau dans ses bras, le lever du soleil à l'horizon, sans fourmi, sans poison, comme le monde était bon. Big bright lights, eh? Alors, je vois que vous avez eu des belles petites conversations après le lunch. Alors, j'espère que vous continuez de discuter des belles répercussions, des beaux enjeux dont on a appris ce matin. Alors, bon retour au Forum Jeunesse de Vancouver sur l'environnement. Encore une fois, pour toutes les personnes qui viennent de se joindre à nous par Internet, je m'appelle Justin et je suis votre maître de cérémonie pour l'événement aujourd'hui. Cet après-midi, nous avons 2 présentations. La première est un panel auquel participeront de jeunes leaders et militants qui défendent les causes environnementales. There will be 2 presentations this afternoon. Il y aura 2 présentations cet après-midi. La première est une table ronde avec des leaders de la jeunesse et des militants impliqués dans les questions environnementales. La seconde sera une série de rapports rapides issus des ateliers pour les jeunes, résumant les idées principales des discussions de ce matin. Nous encourageons les participants en ligne à nous transmettre leurs rapports au cours de cette session afin que nous puissions envisager de les intégrer à la session. Pour les participants en ligne, nous accepterons vos commentaires issus des séances de groupe avant, pendant et après chaque séance. Vous devrez d'abord cliquer sur le bouton « Participer », ensuite inscrire votre adresse électronique et puis écrire votre question et nous l'envoyer. Vous pouvez également envoyer vos commentaires à notre courrier électronique dédié forum150@experiencecanada.ca. J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter une nouvelle fois Deborah Morrison qui animera la table ronde de cet après-midi. Merci Justin, nous avons eu tellement de questions, nous n'avons pas pu en fait tout faire ce matin. J'ai 3 personnes à vous présenter et je vais les présenter une personne à la fois et je leur donnerai la chance de parler un petit peu. Puis ensuite, on passera la parole donc aux membres de cette salle. Tout d'abord, de Student Energy, un organisme sans but lucratif qui a pour but d'encourager les jeunes de partout dans le monde à s'engager pour un avenir sous le signe de l'énergie durable. Ladies and gentlemen, Meredith Adler. Thank you. Bon, alors, j'ai quelques petites choses que j'aimerais vous dire. Merci beaucoup de nous avoir invités. Comme on vous l'a dit, je m'appelle Meredith Adler. Je suis directrice générale de Student Energy, un organisme sans but lucratif qui a pour but d'encourager les jeunes de partout dans le monde à s'engager pour un avenir sous le signe de l'énergie durable. Alors, beaucoup de mots clés. Mais tout d'abord, j'aimerais vous raconter un petit peu pourquoi je suis si passionné par l'énergie durable et pour cela, pourquoi les solutions énergétiques sont si importantes. Lorsque j'avais votre âge, lorsque j'étais au secondaire, j'ai eu l'occasion de passer beaucoup de temps en Amérique latine. J'ai vécu en Argentine pendant 1 an. J'ai beaucoup abordé les questions des droits de la personne. Il y a beaucoup de questions vraiment très sérieuses. Ensuite, je suis allé à UBC et j'étais très engagé dans la question des droits de la personne et je pensais que c'était quelque chose de très important. Je voulais peut-être travailler dans les camps de réfugiés ou sur quelque chose qui avait un rapport avec les droits de la personne. À l'époque,
Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que je pensais que l'environnement et les droits de la personne étaient des choses très séparées. Les droits de la personne, si vous voulez, c'était une chose, et puis les besoins de la nature et de l'environnement, c'était autre chose. Et je considérais que les deux domaines étaient complètement séparés. Je vous aurais dit que l'environnement, c'était important pour moi à l'époque, mais je ne pensais pas que c'était un enjeu lié l'un à l'autre. Mais au cours de mes années universitaires, j'ai eu une perspective beaucoup plus large. J'ai étudié la géographie humaine. C'est une discipline où vous examinez les dynamiques qui gèrent ce monde. Je me suis rendu compte que tout était en fait lié. Donc on ne peut pas parler de santé sans parler de qualité de l'eau. On ne peut pas parler d'injustice sans parler des politiques qui sont mises en œuvre par les gouvernements. Et donc ce qui était intéressant pour moi, et je me suis intéressé aux problèmes un peu tordus, aux problèmes qui changent de dynamique constamment, qui sont difficiles à résoudre. Lorsque vous pensez aux problèmes tordus, on pense souvent au changement climatique. Le changement climatique est là, les constantes changent constamment. Si vous voulez, il faut tous faire quelque chose pour trouver une solution, mais personne ne connaît la solution parfaite et puis on est à court de temps. Mais on en reparlera un peu plus tard. Donc ça, ce sont le genre de sujets qui m'ont intéressé, mais je ne savais pas où je voulais aller avec ça. Et puis, un de mes amis m'a suggéré que je devrais prendre cette classe où on parlait d'énergie durable. Donc, j'ai suivi le cours et puis j'ai été vraiment épaté. C'était vraiment l'élément qui établissait un ciment entre les différents enjeux qui m'intéressaient, parce que cela affecte tous les aspects de notre vie partout dans le monde. Donc, c'est là où je me suis retrouvé dans le monde, si vous voulez, de l'énergie. Il y a beaucoup de solutions possibles. Donc, on avance de quelques années. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé donc dans le domaine de l'énergie. Je me suis beaucoup intéressé aux politiques énergétiques. Et c'était très intéressant, mais c'était en fait un travail qui impliquait surtout des politiciens, des universitaires. Et donc, un jour, j'ai rencontré Student Energy. C'est un organisme extraordinaire et qui regroupe tout ce qui m'intéresse dans le monde de l'énergie. Student Energy, nous avons environ 40 000 étudiants dans de nombreux pays. C'est un réseau très, très vaste, mais nous avons commencé ici à Calgary, au Canada. Des étudiants universitaires qui étaient passionnés par l'énergie, mais qui voulaient parler de l'avenir de l'énergie. Donc, il y avait des gens qui travaillaient dans le domaine énergétique à Calgary et ils se sont dit, voilà, nous ne sommes pas satisfaits par la direction dans laquelle le monde s'engage. Nous ne sommes pas satisfaits parce que chaque fois que nous avons une question difficile à poser en matière d'émissions de gaz à effet de serre ou de durabilité énergétique, on leur disait, ben non, en fait, ce n'est pas un problème important pour vous, parlons plutôt de sujets importants pour nous. Et donc, ils ont donc décidé de créer ce premier forum international. Ils voulaient faire venir un tas de gens de partout au monde, spécialistes du domaine de l'énergie. Ils voulaient faire venir des étudiants. Ils voulaient que les gens se parlent, en fait. Et Vicente Fox est venu parler, l'ancien président du Mexique, Ralph Sims, un des leaders qui a beaucoup parlé du changement climatique. 40 pays étaient représentés, il y avait plus de 300 jeunes, c'était étonnant. Les gens étaient inspirés. Et il y a eu beaucoup d'entrepreneurs, si vous voulez, qui se sont lancés. Et donc, nous avons continué à travailler. Nous avons continué à créer de nouveaux programmes pour que les jeunes s'intéressent au monde de l'énergie. Ce que nous avons trouvé, c'est que dans le domaine de l'industrie énergétique, il y a beaucoup d'intervenants qui continuent à faire les choses de la même façon. Mais le changement climatique, c'est quelque chose de complètement différent. Il faut percevoir le monde différemment. Et donc, l'énergie, si vous voulez, ou les systèmes énergétiques changent. Et nous devons parler non seulement des réductions de notre empreinte carbone, mais il faut également voir ce qu'offre l'énergie aux gens. Donc, si vous pensez à votre vie, vous êtes arrivé ici en bus,
il y a des caméras, des projecteurs, vous étudiez, vous prenez une douche d'eau chaude. Et tout cela nécessite de l'énergie. Et si vous n'aviez pas d'énergie, votre vie changerait constamment, complètement. Les étudiants qui n'ont pas accès à l'énergie ne s'en sortent pas aussi bien, si vous voulez, à l'école. S'il n'y a pas d'accès à l'électricité, les choses sont plus difficiles. Donc l'énergie, c'est essentiel. Nous voulons créer un monde qui soit durable. Nous voulons utiliser nos ressources de manière durable, de manière équitable, en ayant le moins d'impact possible sur le climat. Nous voulons permettre à tous les gens de pouvoir de bien remplir leur vie, de satisfaire leurs objectifs. Donc j'aimerais vous encourager tous. Vous faites tous partie de la solution aux enjeux énergétiques. Nous avons besoin de nouvelles idées. Et c'est difficile pour les générations plus vieilles, si vous voulez, d'avoir ce genre d'idées parce qu'elles ont grandi à une époque où il n'y avait pas d'ordinateur. Pour nous, les ordinateurs, c'est une seconde nature. Donc, lorsque vous pensez à votre vie, vous avez une attitude particulière envers l'innovation. Vous pouvez apporter de nouvelles idées. Et donc, nous avons des étudiants, si vous voulez, qui sont repartis dans leur communauté en Ouganda. Vous récupérez les déchets, les rebuts, et vous pouvez l'utiliser pour créer des formes énergétiques qui vous permettent en fait de cuire vos aliments et ainsi de suite. Ici à Vancouver, j'ai un ami qui a lancé une entreprise qui s'appelait Portable Electric. Il allait au festival de musique, il y avait toutes ces génératrices, si vous voulez, qui étaient utilisées. Il a dit ça ne marche pas très bien, donc il a créé, si vous voulez, des batteries à partir de panneaux solaires. Et donc maintenant, il y a des événements musicaux qui sont organisés où on n'a plus besoin d'utiliser ces génératrices. Donc il y a ces idées qui sont là, qui sont mises en œuvre et qui changent le monde. Donc l'innovation, la jeunesse, c'est quelque chose qui va de pair. Vous pouvez, si vous voulez, concrétiser ces idées. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous voulons que le futur soit un avenir, un futur qui soit basé sur l'énergie durable. Et donc, ces solutions sont des solutions qui viendront de vous. Donc, nous sommes prêts à travailler avec vous. Alors, voilà pourquoi l'énergie durable, c'est si important pour nous. Thanks very much, Meredith. Merci beaucoup, Meredith. Is a 17-year-old film. Jonathan Bryson est un cinéaste de 17 ans, un véritable phénomène dans le monde de la réalisation cinématographique. Le premier documentaire qu'il a co-dirigé il y a 2 ans, donc il avait 15 ans, The Fight for Bala, avait comme objectif de sensibiliser les gens d'une petite communauté ontarienne. Il voulait se battre contre un projet de développement qui menaçait leur environnement naturel, leurs moyens de subsistance traditionnels et l'industrie touristique de la région. Mesdames et messieurs, Jonathan Bryson. Quelqu'un a pris mes notes. Elles étaient sur l'estrade ici. Oh, quelqu'un les a prises. Oh. Voilà. Bon. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais dire que je suis ravi de voir tellement de jeunes ici. J'ai à peu près le même âge que vous. Donc, c'est intéressant de voir, c'est excitant de voir tellement de jeunes ici qui viennent à des événements qui parlent d'enjeux environnementaux. Lorsque l'on parle d'environnement, de planète, c'est un sujet tellement énorme, gigantesque, puissant, que c'est difficile, si vous voulez, de tout cerner. Nous, en tant qu'individus, comment pouvons-nous avoir un impact? Donc, j'aimerais partager quelques histoires avec vous, des histoires qui ont changé ma vie. J'ai grandi dans le sud de la France, près du sud de la France. J'ai eu l'occasion d'aller à la Méditerranée en été avec ma famille. Et c'est là où mon amour de l'eau a commencé. J'adorais l'eau, j'adorais la mer Méditerranée. L'eau, c'était un deuxième élément naturel pour moi. Je me sentais à l'aise. Personne n'était là pour vous juger. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. On était libre.
Vous étiez séparés de la vie industrialisée, vous étiez séparés des gens obtus. Sous l'eau, j'étais libre, je pouvais faire des amis avec la faune. Je suis retourné en France récemment et je me suis retrouvé tout seul dans une petite baie. Et sous l'eau, il y avait plein de poissons qui me regardaient. Et je nageais à droite, ils allaient à droite. Je nageais à gauche et ils nageaient à gauche. Sous l'eau, vous avez ces aventures extraordinaires que vous pouvez vivre. C'était un paradis pour moi en tant qu'enfant. Maintenant, je suis un peu plus vieux. J'ai mon permis de plongée sous-marine, donc maintenant je peux plonger plus profondément, je peux explorer l'inconnu. Sous l'eau, je trouve la paix. Bien sûr, ça fait un peu peur lorsque vous êtes sur un bateau et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un requin ou s'il y a un problème lorsque je remonte ou s'il y a un problème d'approvisionnement en air. Mais sous les vagues, vous êtes dans un monde innocent et magique. Il n'y a rien qui me fait peur sous l'eau. J'ai rencontré des anguilles, des poissons venimeux, des barracudas. Ce qui me fait peur, ce n'est pas la taille de ces poissons, c'est en fait ce qu'ont fait les êtres humains. Ce que les humains ont fait, si vous voulez, à cet environnement naturel. Nous avons détruit tout cela. Voilà ce qui me fait peur lorsque je vais sous l'eau. Ce sont des coraux dans les Caraïbes, dans les Antilles, ils sont tous morts. David Suzuki en a parlé ce matin un petit peu. Lorsque nous pompons des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien, ceux-ci se retrouvent dans l'eau. Les océans doivent compenser. Et donc, lorsqu'il y a 40 milliards de tonnes de gaz carbonique qui se retrouvent dans l'atmosphère chaque année, donc les océans sont beaucoup plus acides. Ils sont 30% plus acides qu'ils ne l'étaient avant la révolution industrielle. Alors, pourquoi? Eh bien, ça tue tous les coraux. Et les coraux, c'est en fait là où se trouvent 25% de toutes les créatures sous-marines. S'ils disparaissent, la chaîne alimentaire en sera gravement perturbée. Il y aura de grands déséquilibres dans les écosystèmes marins. Et pourquoi est-ce que cela nous préoccupe? Parce que les océans fournissent plus de la moitié de l'air que nous respirons et ils filtrent l'oxygène que nous respirons. Si nous avons un océan qui n'est pas en bonne santé, alors nous aurons beaucoup de difficultés. Comme mon amie la docteure Sylvia Earle a dit, s'il n'y a pas de bleu, il n'y aura pas de vert. Et donc, s'il n'y a pas d'océan, il n'y aura pas de verdure, il n'y aura pas de vie. Mais on peut faire beaucoup de choses pour contrer ça. Les jeunes comme nous pouvons faire toute une différence. Lorsque j'avais 9 ans, j'ai eu mon premier appareil photo. Ça a changé ma vie. Je voulais être cinématographe. Donc, lorsque j'ai eu 11 ans, j'ai décidé de créer mon premier grand projet. C'était Alice au Pays des Merveilles, que j'avais refait, qui s'appelait Jonah au Pays des Merveilles. Donc, ça a l'air complètement fou, mais ce film m'a ouvert les voies du cinéma. Depuis, j'ai vu l'impact que les films peuvent avoir, comment les gens perçoivent le monde, la société change grâce aux films. Donc, j'ai décidé de faire des films sur des enjeux importants, des causes environnementales. J'ai pu travailler avec des gens extraordinaires comme Fabien Cousteau, qui est le petit-fils de Jacques Cousteau, un explorateur, un producteur, réalisateur, Rob Stewart également, dont nous parlerons un peu plus tard, et qui est décédé malheureusement il y a quelques mois. Robert est quelqu'un que j'admirais beaucoup et vraiment je n'ai pas arrêté de lui envoyer des courriels. Je voulais avoir l'occasion de travailler avec lui. Un jour, en 2014, il m'a dit que je pouvais venir à Bala, à Muskoka, en Ontario, et que je pouvais collaborer à un film avec lui. Donc c'est là que nous avons commencé à travailler ensemble sur ce film qui s'appelle The Fight for Bala. Donc ici, je vais vous montrer un petit extrait de ce film. Bonjour, je m'appelle Bill Perkins et je viens de Bala. Lorsque je viens ici le matin, j'ouvre les portes. Généralement, il est 8 heures du matin et c'est magnifique. Le soleil se lève. C'est pour ça que je fais ça. Je ne gagne pas beaucoup d'argent ici, mais je fais ça parce que j'aime Bala.
C'est une petite communauté tranquille. Tout est axé sur les chutes d'eau et si vous enlevez ça, il ne reste rien. Les entreprises, la communauté, tout disparaîtra. Nous avons eu un sondage récemment, 85% des gens à Bala ne veulent pas de ce projet. 41 entreprises sur 45 ne veulent pas de ce projet. Pourquoi n'en veulent-ils pas? Parce que le projet est trop gros pour cette petite communauté. Est-ce qu'on a besoin de plus d'électricité? Non, on n'en a pas besoin. Est-ce que l'électricité sera moins chère? Non, ça sera plus cher en fait. Donc, il n'y a aucun avantage pour nous. La province, en fait, produit trop d'électricité à l'heure actuelle. Donc, on n'a pas besoin de cette électricité supplémentaire. La province paie les États-Unis pour qu'ils nous prennent notre électricité parce que nous générons trop d'électricité, plus que ce que nous pouvons utiliser. Donc, c'est une entreprise où nous perdrions de l'argent. L'argent des contribuables servirait à financer une entreprise privée. Le processus d'évaluation environnementale a été une véritable force. Nous posons des questions sérieuses et le gouvernement n'y répond pas. Nous avons une entreprise privée qui va prendre des terres publiques pour leur propre profit et rien ne reviendra à la communauté. Ce n'est pas une bonne chose. Comme vous pouvez le voir, il y a une entreprise qui veut détruire les chutes d'eau de Bala. Les Premières Nations, si vous voulez, ont commencé à habiter dans cette région il y a très longtemps et donc cela détruirait, si vous voulez, ces chutes d'eau, cela détruirait cet écosystème marin, on couperait les arbres juste pour mettre une centrale hydroélectrique. Donc des politiciens corrompus sont devenus très puissants et sont prêts à détruire notre environnement. Et nous devons lutter pour que cela survive. Ce projet détruirait cette ville, ce paysage. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et même les jeunes comme nous pouvons faire toute une différence. Donc j'aimerais vous parler de cela. Battez-vous, trouvez ce qui vous passionne. Battez-vous pour ce qui vous passionne et utilisez cela pour que le monde soit une meilleure place. Cette génération a le plus grand potentiel. Aucune autre génération n'a eu autant de potentiel. Nous faisons face à des défis colossaux, mais nous avons les outils pour les résoudre. Les jeunes peuvent lutter, peuvent se battre, peuvent trouver la solution. Donc c'est ce que je vous demande, trouvez ce qui vous passionne, que ce soit le droit, l'architecture, le film, la mécanique, la musique ou le théâtre, peu importe. Utilisez cela comme un instrument pour améliorer les choses autour de vous. Le mois dernier, j'étais en France, je visitais mes grands-parents et dans le sous-sol de mon grand-père, il y avait un article de journal de 1934 qui parlait du changement climatique. On parlait de la fonte des glaciers, on parlait des changements climatiques, les hivers étaient plus courts et plus chauds. En 1934, il parlait déjà de cela. Donc nous sommes vraiment en retard. Il y a encore tellement de choses que l'on peut faire. Mon grand-père, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Il a grandi pendant la Deuxième Guerre mondiale et il a dû vivre également l'après-guerre. Il n'avait pas grand-chose, il n'avait pas beaucoup d'argent, il n'avait pas beaucoup de ressources à cause de la guerre. Donc il fallait réutiliser tout et il continue à vivre de la même façon aujourd'hui. Il recycle tout, le bois, le métal, les câbles, tout ce qu'il trouve. Il trouve en fait une façon de réutiliser tout cela et il s'en sert pour construire de nouvelles choses. Au lieu d'acheter de nouvelles choses, il les transforme, il les recycle. Et dans toutes ces petites choses, nous trouvons des choses que nous pouvons également faire. Donc le fait est que dans la vie, nous devons tous prendre certains risques. Nous avons tous pris des risques auparavant. Je sais que je l'ai fait moi-même dans le domaine de l'industrie du divertissement ou bien dans d'autres domaines pour des amis, des gens qui vous inspirent, qui vous motivent, un ami qui vous est cher. Nous devons tous prendre certains risques et parfois ça aboutit à quelque chose, parfois non. Mais ce qui est important, c'est d'essayer. Si quelque chose vous rend heureux, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter, il faut essayer. C'est la même chose dans cette situation, nous devons essayer. Parce que le coût de ne rien faire met en péril en fait notre espèce.
la vie même de notre espèce. Si nous détruisons notre eau et le sol, on ne peut pas avoir des aliments ni de l'air à respirer. On ne survivra pas en tant qu'espèce. Trouvez ce que vous aimez et utilisez-le comme outil pour améliorer le monde. Et même si les gens disent c'est trop tard, c'est une supercherie, non, non. Faites ce qui vous vient droit du cœur et sachez que ce n'est jamais trop tard pour contribuer à faire du monde un meilleur endroit. Et utilisez votre passion, votre enthousiasme pour faire de ce monde un monde meilleur. Merci beaucoup. Merci, Jonah. Notre dernier présentateur, c'est Gilmer Wenstrup, membre des Premières Nations de Clayquot. Il est également ancien coprésident du Conseil des jeunes de l'Assemblée des Premières Nations. Ladies and gentlemen, Gilmer Wenstrup. Clico. Classes Cliffpick. Istuxus Tlaoquit. Hayata Lakongan Hahutli. Clico Musquium Squamishly with Tooth Hahutli Hotway. My name is Yelmer Winstub. Je m'appelle Yelmer Winstub. Je m'appelle Cliffpick, traditionnellement parlant. Je suis de la Première Nation Cliffpick. Et du côté de ma mère, anglais et norvégien. Je suis de la Première Nation Klorquik et anglais et norvégien. Mais j'habite dans le territoire d'Unclongen, c'est-à-dire Victoria. Et j'étudie à l'université de Victoria. Je fais une maîtrise en art visuel. Auparavant, j'étais coprésident du Conseil national des Premières Nations et également le coprésident de la Colombie-Britannique pour ce Conseil jeunesse des Premières Nations. Je suis heureux d'être ici et je remercie les Musqueam Tsleil-Waututh et Coast Salish de nous accueillir ici. Il s'agit de leur territoire traditionnel, le territoire où ils vivent. Et c'est bien comme ça que j'établis un lien avec l'environnement, le monde dans lequel nous vivons. Nous pourrions rester ici, avoir beaucoup de conversations sur l'environnement, sur le réchauffement planétaire, et on pourrait parler sans fin, mais on pourrait parler également de nous en tant que personnes, que peuple, où nous sommes. Et c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Je sais qu'un aîné nous a souhaité la bienvenue aujourd'hui. Monsieur de Squamish aussi est venu, s'est promené avec moi. Il était là avec son fils et il était vraiment honoré d'être sur notre territoire. Et tout autour de nous, vous voyez, il y a des voitures, des bâtiments, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais nous nous retrouvons ici sur un territoire traditionnel. C'est important. Quand je vous ai parlé en Utunas. Mon jeune frère, qui est derrière ces lumières éblouissantes, apprend notre langue traditionnelle. Il y a beaucoup de gens qui disent que cette langue est perdue et que d'ici la prochaine génération, elle n'existera plus. Mais lui apprend notre langue et il me l'enseigne. Alors, grâce à mon petit frère qui a 13 ans, j'apprends notre langue. Il est des années-lumière, à des années de lumière de ce que je fais moi. Il apprend notre langue, il nous l'enseigne. Et quand j'entends cette langue, quand vous entendez cette langue, vous aurez un lien avec l'endroit d'où provient la langue, même si vous ne comprenez pas. On ne peut pas la traduire vers l'anglais ni vers le français. Je ne sais pas ce que Deborah a dit sur moi quand elle m'a présenté. J'espère que c'était des bonnes choses. Mais notre langue ne se traduit pas vers l'anglais, car notre langue a un certain sentiment qui est rattaché, qui est relié au lieu d'où provient la langue. Ça provient du fait que l'eau fait un certain bruit quand la pluie touche le rivage, quand les vagues déferlent sur le rivage. Et donc, la langue, par exemple, qui est parlée à Tofino est différente de la langue qui est parlée ici, parce que les sons sont différents. La façon dont les vagues déferlent, le bruit qu'elles produisent est différent. Et ces sons sont également constamment en évolution. Parfois, elles changent pour le mieux, parfois pour le pire. Nous avons un monde en évolution constante et je n'ai pas besoin de trop en parler car nos deux panélistes en ont déjà parlé dans une certaine mesure et vous faites de la recherche ici également. Mais cela modifie notre langue et notre relation, notre lien avec l'espace. Je suis venue du Clouet hier et je me suis perdue à un carrefour. J'avais certaines craintes par rapport à ce périple et je me suis levée à 6 heures ce matin. J'ai entendu une grosse tempête de vent. Je me suis levée, c'était vraiment incroyable. Et en fait, c'était juste des voitures
qui passait sous la fenêtre de mon hôtel. Ce n'était pas une tempête. Alors vous voyez, les bruits changent constamment et la vie change. Et vous vivez dans une génération de transformation. Et vous le faites de façon si étonnante, si formidable. Mais en fait, on va avoir un monde différent. Il faut qu'on trouve une façon de se transformer, de transformer nos cultures et qui nous sommes en tant que peuple. Nous devons reconnaître que, où que nous soyons, quelqu'un était là avant nous. Ça me fait sourire quand même, cette idée de Canada 150. À Vancouver, ils ont décidé de faire Canada 150 plus, parce qu'il y avait beaucoup de choses avant la création du Canada. Ça existait bien avant. Le pays a peut-être 150 ans, le nom du pays, mais ça fait longtemps qu'on est ici. La langue nous rattache à cet endroit et ça nous rattache à notre amour pour notre chez nous. Et nous dansons, nous avons des chants et nous prions. Elle est née, je suis sûre, à parler dans sa langue et on entend ce lien, c'est un lien avec un endroit. Elle est rattachée à cet endroit et ce n'est pas le cas pour moi. Je ne suis pas d'attache avec Vancouver. J'ai une relation avec Vancouver, oui. J'ai une relation avec certaines personnes ici, mais moi, je suis reliée à ma langue Nuu-chah-nulth avec ma communauté Keknowket. Et vous tous, que vous soyez autochtones ou non, avez un lien avec l'endroit d'où vous venez. Où que ce soit. Meredith, je sais que vous habitez ici à Vancouver et vous avez un lien avec cet endroit. C'est votre chez vous. Et vous avez une relation avec ces sons et le monde autour d'elle. C'est sa culture qui provient de cet espace. Et elle a aussi une relation avec les Squamish, les Musqueam, les Tsleil-Waututh, même si ce n'est pas perçu au quotidien. Il faut simplement ralentir. Il faut ralentir et se rappeler que nous ne sommes pas les seules personnes ici. Quand nous partirons, il y en aura d'autres qui viendront nous remplacer et c'est merveilleux. Et il y en avait beaucoup qui nous ont précédés. Ce qui est important, c'est de savoir quel lien nous avons avec notre espace, le lieu d'où nous provenons. Je suis anglais et norvégien du côté de ma mère, mais j'en suis tellement fière. Je suis tellement fière de ma culture, de ma communauté, que j'ai des racines en Norvège. Je peux me rendre là, je peux y trouver mes racines, je peux y trouver un lien. Mais là où j'ai un véritable sentiment d'appartenance, c'est chez moi. Avoir un lien avec un endroit fait en sorte que vous aimiez cet endroit. Tout est interconnecté et tout est relié. Tout est un. Tout n'est qu'un. Dans ma langue, on dit Hishuk Kis Tsawak. Hishuk Kis Tsawak. Bravo. Alors, on peut le traduire presque directement, mais pas vraiment. Tsawa, c'est un. Ça veut dire que tout est équilibré, si vous voulez. Alors, on commence avec la première chose avant d'être un. C'est nous-mêmes. Il faut s'occuper de soi-même. On a un autre mot qui s'appelle... qui est Isaac. Les gens disent « Ah, Isaac, ça veut dire le respect. » C'est tout simple. Mais ce n'est pas vrai. Ça veut dire divers niveaux de respect avant de me préoccuper de l'environnement et de pouvoir être un guerrier, d'appuyer, d'être un militant, d'être un guérisseur. Je dois d'abord m'occuper de moi-même. Ça veut dire me lever le matin, me lever avec le soleil, manger, boire de l'eau, s'occuper de soi-même, prendre une douche, changer ses vêtements. S'occuper de soi-même, c'est très simple. Et ensuite, on peut se préoccuper des gens autour de nous, de votre partenaire, de la personne à côté de vous, des membres de votre famille, de vos proches. Et ensuite, cela s'élargit au pays qui n'a que 150 ans. Et ensuite, on peut même aller à l'échelle internationale parce que nous sommes tous interreliés. Tout ce que je vais faire va affecter ma partenaire Anneka ou ma mère ou le reste de ma famille, mais ça a aussi un impact sur le reste du monde. Et c'est encore une fois, Hichusik Tsawa. Alors ça veut dire tout est n'est qu'un. Et Isaac, le respect. Il faut vous respecter vous-même. Je disais à Deborah que j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai une petite fille de 3 mois. Elle est à l'arrière dans la salle avec sa mère, Anneka. Et ma mère et mon petit frère, ils sont là pour venir m'appuyer. Quand vous voyez cette petite fille et que vous pensez à cette maxime, tout n'est qu'un, c'est vrai. Elle n'est qu'innocence, pureté. Et j'ai une grande chance de la voir. Alors,
voir cette petite fille, ce miracle, le fait que vous êtes là, et que ce travail se fasse, et de penser à elle. Et on est tous interreliés. Tout ce que vous faites a une incidence sur les autres. Et peu importe où vous vous trouvez, il y a un lien avec la terre où vous vous trouvez, un sentiment qui s'y rattache. Ou que vous êtes là et que vous savez que quelqu'un vous regarde, que vous devez vous retourner parce que vous savez que quelqu'un vous retourne. C'est un sentiment, on ne peut pas l'expliquer en mots, c'est simplement un sentiment. C'est un lien qu'on a avec un lieu. Mais une chose que je veux dire, c'est qu'on peut vraiment maintenant essayer de mettre un prix sur l'environnement. Et on le fait. Les institutions aiment le faire, les gouvernements aiment le faire, peu importe les partis, ils aiment bien mettre des chiffres surtout. Mais on ne le fait pas quand on parle d'amour. Vous ne chiffrez pas votre amour pour votre père ou votre mère ou l'amour que je ressens pour mon bébé. Non, on n'équilibre pas, c'est juste un sentiment. Et ce sentiment est omniprésent dans l'environnement autour de vous. Et ce que vous faites peut être négatif ou positif. Alors une dernière fois, Hituksik Sawa. Merci. Kleko, kleko. Merci beaucoup, Silmer. Maintenant, nous disposons de 20 minutes pour des questions. Alors, pour nous assurer que nous pouvons écouter ces questions, on va vous demander de vous rendre au micro et de vous rapprocher un petit peu de la scène ici, afin qu'on puisse mieux vous voir. J'ai demandé à nos deux jeunes ambassadeurs de venir vers l'avant. Ceux d'entre vous, si vous avez des questions, s'il vous plaît, approchez-vous des microphones, ça va nous faciliter la tâche. On va pouvoir répondre à autant de questions que possible. Et je vais également inviter certains d'entre vous à poser des questions en même temps. Vous pouvez poser des questions à un panéliste ou plusieurs. On va donc recevoir 3 questions et ensuite on va permettre aux panélistes de répondre afin qu'on puisse avoir autant de questions que possible. On va commencer de ce côté-ci. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Kabi, je suis de Saga de l'Ontario et j'ai une question pour Meredith. Étant donné que vous travaillez dans le domaine de la science et de la technologie par rapport à l'environnement, que pensez-vous, qu'est-ce qui est un facteur qui pourrait vraiment changer la donne du point de vue environnemental? On va accepter 2 ou 3 questions et ensuite leur donner un peu de temps de réflexion. J'ai une question pour Jana. Vous avez parlé de Timber Colleagues et comment est-ce que ça vous aide dans votre carrière en tant que réalisateur. Je m'appelle Julie. Ce n'est pas vraiment une question posée à une personne spécifique, mais plutôt à tout le monde. Qu'est-ce que ça représente pour vous que d'être un Canadien? Moi, j'ai une question qui se dirige à Meredith. Je me demandais quelle est la meilleure approche pour l'éducation, pour sensibiliser les jeunes au sujet de l'environnement au Canada. On va leur donner l'occasion de répondre à ces questions et les autres, s'il vous plaît, veuillez patienter un petit peu. Jonah, vous voulez commencer? Absolument. Eh bien, Terrence Collins, il s'appelle Drew Lightfoot. Je ne peux jamais suffisamment le remercier. Il a été mon mentor pendant longtemps et il continue encore à être mon mentor. Je parle avec lui de temps en temps. Il m'a ouvert de nombreuses portes dans l'industrie. Il m'a parlé de comment fonctionnent les choses. Il m'a mis en contact avec certaines personnes. Il m'a aidé à rédiger les histoires pour les films. Et il était vraiment là à titre de mentor pour m'aider en tant que réalisateur. Et l'autre question par rapport à ce que ça veut dire que d'être Canadien, je n'aime pas l'admettre, mais je ne suis pas Canadien. Je suis français-américain, mais j'habite à Toronto et je suis résident permanent ici au Canada. Mais à de nombreux égards, j'ai quand même le sentiment d'être Canadien parce que c'est un endroit si accueillant. Et ça montre bien que, en fait, ce pays montre que nous pouvons tous travailler ensemble de façon paisible, vivre ensemble, respirer le même air, boire la même eau et ne faire qu'un, tout en continuant à être des individus avec nos propres identités. Et je crois que c'est vraiment formidable. Meredith, il y avait des questions pour vous? Oui, absolument. Alors, la question habituelle sur ce qui va changer la donne.
Je crois que ça a été ça. C'était ça la question. Et je crois que c'est une question bien intéressante. Le monde de l'énergie, c'est les sables bitumineux, des véhicules électriques, des hybrides, etc. Donc, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Je pourrais vous donner beaucoup de réponses techniques ou des réponses fondées sur les politiques. Mais en fait, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas un seul facteur qui va changer la donne. On a besoin de toute une série de choses. Ce qui va vraiment nous permettre d'aller de l'avant, c'est si les gens posent des gestes concrets, se lancent dans le feu de l'action, Les jeunes, notamment. Il y a beaucoup de gens ici rassemblés qui peuvent jouer un rôle. Il faut savoir, il faut connaître sa communauté. C'est seulement vous qui connaissez votre vécu. Mais vous pouvez vous informer au sujet de l'énergie et des autres enjeux et utiliser ce sentiment d'appartenance pour vous assurer que les innovations pourront être utiles pour votre communauté. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tant de choses qu'on peut faire, tellement de choses assez faciles à faire par rapport au changement climatique. On n'a pas nécessairement besoin de nouvelles technologies. Enfin, au bout du compte, on aura besoin de nouvelles technologies. Mais ce qui est important, c'est la croyance, la foi que tout est possible, qu'on peut réaliser cette transition, ce virage, s'il vous plaît, si vous voulez. Et aussi se poser la question, comment est-ce que je peux commencer à apprendre les choses nécessaires et comment est-ce que je peux convaincre, par exemple, mon voisin d'acheter un véhicule électrique et convaincre les gens. Il faudrait tous travailler de concert. Il ne faut pas montrer du doigt d'autres personnes, mais plutôt travailler ensemble. Alors, si notre génération passe à l'action, c'est ça qui va changer la donne. Alors, commencez à réseauter, bavarder avec vos voisins. C'est ça qu'il faut que nous fassions. Et ensuite, la réponse à l'autre question qui a été posée, l'alphabétisation au sujet des sujets énergétiques, c'est pas quelque chose de facile. Ça peut être ennuyeux, c'est complexe, mais c'est important de savoir comment ces systèmes fonctionnent parce qu'ils ont une grande incidence sur notre vie. Nous avons beaucoup de systèmes énergétiques en ligne et des vidéos YouTube qui expliquent les systèmes énergétiques. Donc, si ça vous intéresse, allez voir studentenergy.org. Je vous encourage à y jeter un coup d'œil, mais je crois que la réponse à cette question, c'est un peu la même que pour la question sur ce qui change la donne. On n'alphabétise pas les gens au sujet de l'énergie en parlant de mathématiques ou de calcul. Non, c'est qu'on va voir les jeunes un peu partout au monde et on leur demande ce qu'ils ont besoin de savoir pour mieux interpeller les jeunes. Et ensuite, on procède à la conception de programmes en fonction des besoins. Donc, c'est vous qui devez comprendre ce que vous ne savez pas et de quelles ressources vous avez besoin. Les gens doivent s'impliquer au sein de leur collectivité. Nous avons des programmes qui enseignent aux étudiants, par exemple, d'organiser leur propre programme ou d'installer leurs propres panneaux solaires. Il s'agit de les munir avec les outils et les compétences nécessaires. Tout le monde peut apprendre des faits par cœur, mais il s'agit d'appliquer, de mettre en pratique toutes ces connaissances-là. À la question par rapport à ce que ça représente pour vous que d'être Canadien, eh bien, j'ai un certain sens de fierté quand on vient d'un pays qui a quand même une bonne réputation au niveau international et je crois que le Canada jouit d'une telle réputation. Mais il y a beaucoup d'histoires qui doivent être connues, beaucoup de vérités qu'on doit raconter. Moi, j'ai un passeport, ça veut dire que je suis citoyen canadien dans une certaine mesure et j'ai un permis de conduire pour la Colombie-Britannique, qui veut dire que je suis britanno-colombien, mais j'ai également une carte de statut. Levez la main si vous savez ce que c'est. Pas tout le monde, mais c'est pas grave. J'ai une carte de statut qui dit que je suis un Indien du Canada. Mon numéro, c'est 660-88131. Et la plupart du temps, si c'est une organisation du gouvernement fédéral, je me présente avec ce chiffre et je ne donne pas mon nom parce que ce nombre me lie à l'État, parce que je suis un objet qui appartient au pays. Je ne suis pas un citoyen du pays. Il y a des gens qui se disent « Quoi ?» Je ne veux pas que vous ressentiez un sentiment de culpabilité, mais c'est quelque chose qui doit être connu, que les gens doivent savoir. Je suis fière du Canada, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et la réconciliation est une étape. On est une étape, mais ils ont sauté quelques étapes. Les étapes entre
la vérité et la réconciliation, la Commission a fait un excellent travail, mais il y a tellement de choses qui n'ont pas encore été révélées. La première chose que nous devons faire avant la réconciliation, c'est le respect. Le respect pour les uns pour les autres, et pour les individus, pas seulement pour des groupes de personnes. Si on a ce respect, Isaac, ce premier élément fondamental, est essentiel. Le Canada est un pays quand même très jeune, qui est en plein état de croissance. Et donc, il nous incombe à nous tous de modifier, de changer l'histoire, de la connaître et de la modifier, la bonifier pour l'avenir. Merci. Alors, on est prêt à écouter d'autres questions. Je m'appelle Lukida. Ma question est posée à l'ensemble du panel. Les peuples autochtones reçoivent finalement une certaine importance dans la culture canadienne, mais leur croyance par rapport à la durabilité environnementale et la spiritualité n'est pas vraiment adoptée pleinement par la société. Pourquoi pensez-vous que cela est le cas? Bonjour, je m'appelle Astrid, je suis d'Edmonton, de l'Alberta. Ma question, c'était, étant donné qu'il y en a beaucoup parlé de cela au sein des gouvernements, également dans les collectivités, que pensez-vous est la relation entre l'innovation de nouvelles technologies, par exemple les parcs éoliens, l'énergie solaire, l'hydroélectricité, et maintenir la beauté de l'environnement naturel? Moi, je m'appelle Victoria, je suis de Penticton, de la Colombie-Britannique. D'abord, j'aimerais vous remercier, vous tous, et Elmer, merci beaucoup d'avoir porté cela à notre attention. C'est un enjeu vraiment important, je l'apprécie. Ma question vous est dirigée. On entend beaucoup parler de respect, d'inclusivité avec la communauté des Premières Nations, et je crois que c'est tellement important pour la politique et de la loi environnementale. Donc, quand on parle du droit environnemental, je crois qu'il doit y avoir un respect pour les Premières Nations et il faut incorporer votre idéologie de la génération, de la philosophie générationnelle. Donc, comment inclure les Premières Nations dans cette conversation? Comment les inclure d'une façon plus intégrale quand on parle de droit et de politique? Une autre question, je m'appelle Mida et ma question se dirige à Meredith. Vous avez mentionné que sensibiliser les jeunes et le public est important pour améliorer l'environnement. Après un peu de recherche, j'ai vu qu'à la Cour suprême de l'Inde, c'est obligatoire de sensibiliser les enfants au sujet de l'environnement et de la durabilité. Pourquoi pensez-vous que ce ne soit pas le cas au Canada avec toutes les ressources que nous avons à disposition? Pourquoi ne consacrons-nous pas les efforts voulus pour incorporer cela dans nos écoles publiques? Alors, avant de me demander aux panélistes de répondre aux questions, nous avons une question en ligne. Justin, M. Winstup de Chidben, à Bonn, en Ontario, il dit quel aspect de l'idéologie des Premières Nations peut être utilisé le plus par les non-autochtones pour faire la différence au quotidien et pour que nos vies au quotidien soient plus positives? Eh bien, c'est beaucoup de matière à réflexion. Elmer, vous voulez? Oui, je vais essayer de répondre aux trois questions en même temps. Mais avant de le faire, qui a entendu le mot indien? Qui a entendu le mot autochtone? Première Nation? Bon. Neutralness, avant que je l'ai dit. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, quand même, quelques personnes. Et Cléo Kirt. Bravo. Je ne suis pas vraiment Première Nation. Enfin, je le suis dans le sens du droit canadien, mais je suis de ma communauté. Et j'étais en fait le coprésident pour le Conseil jeunesse des Premières Nations pour l'ensemble du Canada. Mais je l'ai dit, je ne peux pas parler au nom de tous les jeunes Premières Nations du pays. Je ne peux parler qu'au nom de ma communauté. Et nous avons une certaine relation avec les terres. Alors, on va laisser tomber un petit peu toutes ces pensées au sujet du Canada et au sujet des Premières Nations. Pensons simplement à l'endroit où nous avons grandi.
Vous avez peut-être noté la taille que vous aviez à certains âges au mur. Vous avez une relation de cet espace. Et c'est ça, la relation qui est importante. Vancouver, ce n'est pas juste une ville, c'est un endroit qui représente le chez-soi de beaucoup de personnes. Mais laissons cela pendant quelques instants. Réfléchissons à notre chez nous, à nos familles. Donc, pour répondre à cette question, ce que nous recherchons, nous sommes à la recherche du respect. Dans cette voie, ce voyage de réconciliation, c'est cela que nous recherchons, c'est le respect. L'environnement aussi veut être respecté, tout comme nous. Et donc, si nous rentrons chez nous et qu'on ralentit tout ce que nous faisons un peu, on laisse tomber les grands mots, la politique du gouvernement, et qu'on réfléchit à ce pays comme étant notre domicile, notre chez nous. Qu'est-ce qu'on veut chez nous? On veut de l'amour, du respect, de la force. Et nous avons besoin d'obtenir cela grâce aux soins dont nous faisons preuve, le soin qu'on prodigue aux autres, les aliments. Et c'est le point de départ. Ensuite, on élargit. Mais nous sommes tous des gens, nous recherchons tous la même chose. Nous voulons tous du respect. Nous avons besoin de respect les uns pour les autres pour pouvoir croître et grandir. Je crois qu'il n'y a qu'une des questions auxquelles je pourrais répondre, c'est-à-dire la question sur l'énergie verte et comment maintenir la beauté naturelle. Un bon exemple de là où on a mal fait les choses, c'était avec le projet Bala. C'était une centrale électrique, d'hydroélectricité, mais ils l'ont construit au mauvais endroit pour les mauvaises raisons. Pas parce que ça allait remplacer une usine de charbon, par exemple, non. En fait, ils allaient produire plus d'énergie dont on n'avait pas besoin, qu'on allait vendre aux Américains, et cela a un coût inférieur au coût de production. Donc, on allait perdre de l'argent et en fait, c'était très mal placé. C'était également sur des terres traditionnelles, des terres avec lesquelles les gens avaient un lien. Il y avait beaucoup de valeur. Ces terres avaient beaucoup de valeur. Donc, l'idée de couper tous les arbres, d'empêcher que cette chute d'eau ne puisse poursuivre son cours, c'était vraiment une mauvaise idée. Et on peut incorporer l'énergie verte et maintenir la beauté naturelle. Par exemple, on peut récolter l'énergie solaire par le biais d'une fenêtre. Votre fenêtre peut être un panel solaire. Ou bien vous pouvez mettre des plantes sur vos toits. Il y a tant de choses qu'on peut faire. Il faut simplement le faire de façon intelligente. Si ça n'est pas fait pour les bonnes raisons, eh bien, ça va détruire l'environnement et la beauté de l'environnement. Mais si on le fait pour les bonnes raisons et que les gens y réfléchissent réellement et réfléchissent à comment incorporer cela à l'environnement, je crois qu'on peut également maintenir la beauté naturelle. Alors, je vais essayer de répondre aux 3 questions en même temps. Mais en ce qui concerne cette question par rapport aux croyances des peuples autochtones et qui ne sont pas incorporées, mais on ne peut pas dire les peuples autochtones croient ceci ou cela. Non, parce qu'il y a énormément de distinctions qui s'appliquent, qui ne sont pas les mêmes partout au monde. Mais ce que je veux vraiment souligner par rapport à cela, c'est qu'on a tendance à avoir... on a tendance à généraliser. C'est souvent le cas avec les projets énergétiques. Par exemple, les gens disent, bon, l'énergie verte, c'est une bonne chose, alors c'est ça qu'on va construire, ou ça, c'est mauvais, alors on ne va pas le faire. Mais ce n'est jamais noir et blanc. Il y a énormément de nuances. Il faut établir des liens avec les gens. Nous sommes tous préoccupés par quelque chose. Nous voulons tous défendre quelque chose. Moi, ce qui me passionne, c'est l'énergie. Bon, je n'aime pas avoir froid. J'habite au Canada, donc j'ai besoin de chauffage chez moi. Et j'aime bien également me brancher avec un tas de gens autour du monde. Donc j'aime bien les ordinateurs et l'Internet parce que c'est quelque chose qui m'aide en fait dans ma vie. Mais il faut que nous parlions aux gens au niveau de leur famille, de leurs enfants, de leurs amis et voir quels sont leurs besoins. Et il y a toujours des compromis en matière d'énergie.
Personne ne sera complètement satisfait avec une chose. Et il faut que nous parlions de ces compromis, de ces échanges, de ce que nous considérons comme étant important en tant que Canadiens. Comment nous prenons nos décisions? Est-ce que l'on veut vraiment l'énergie verte? Est-ce que l'on veut que tout soit à portée de la main, quel que soit le prix énergétique? Donc il faut se définir. Il faut définir ce qui est important pour nous. Il est important de définir nos valeurs. Nous voulons que le Canada ressemble à telle ou telle chose dans X années. Et voici ce que je demande de mon gouvernement. Parce qu'il n'y a jamais de blanc ou de noir. Ce sont en fait différentes teintes de gris et il faut respecter les autres et accepter les compromis. En Inde, par exemple, et dans d'autres pays, on enseigne maintenant l'énergie durable ou le principe de l'énergie durable. Alors pourquoi pas nous? Avec toutes les ressources que nous avons, pourquoi ne faisons-nous pas ça à l'école? C'est une question de priorité et tout dépend des priorités en matière de financement, en matière d'éducation. Moi, je peux vous dire que un des objectifs principaux de Student Energy, c'est que nous voulons travailler avec les écoles. Nous devons trouver des moyens de mettre en œuvre les idées des étudiants. Et donc, je dirais que sur aucun des projets, nous n'obtenons de réponse satisfaisante à 100%, mais nous faisons des compromis. Nous envisageons ce que sera le Canada dans 150 ans. Bon, qu'est-ce que ça veut dire d'être Canadien, par exemple? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on est vraiment très gentil? Est-ce qu'on est vraiment très ambitieux? Est-ce que on est autre chose? C'est à nous de définir cela. Nous souhaitons qu'il y ait un modèle d'approche en éducation, une approche en éducation qui soit plus holistique. Question de priorité. J'étais à une tribune avec quelqu'un qui venait de Suède l'autre jour et ils nous ont parlé d'un tas de choses. Il parlait des véhicules électriques en Suède et on leur a posé la question, mais comment avez-vous fait pour que tout le monde soit d'accord avec l'idée de véhicules électriques en Suède? Et on a dit, ben voilà, en Suède, tout a lieu par consensus. Donc, les décisions, si vous voulez, peuvent être prises de cette manière-là. Nous devrions, si vous voulez, trouver une solution qui satisfasse le plus grand nombre de gens possible. Bon, c'est quelque chose avec lequel je suis d'accord, mais est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est à vous de décider. Bon, en parlant de conversation, nous allons maintenant devoir mettre fin à la période de questions maintenant et nous allons parler du reste. J'aimerais inviter nos trois invités à... Nous allons remettre maintenant un petit cadeau à nos conférenciers, un petit cadeau de remerciement au nom du forum. Et j'espère que vous pourrez rester un peu plus tard parce qu'il y a plein de gens qui veulent prendre des selfies, certainement. Merci. Ces égaux portraits. Et je peux dire à Jonah maintenant que j'ai essayé de lui piquer son discours tellement c'était bon. Nous aimerions offrir la possibilité de discuter de certaines idées et préoccupations qui ont été exprimées par les jeunes dans le cadre de notre événement aujourd'hui. Lors de chaque atelier, on a identifié une personne, et j'espère que vous l'avez faite, qui parlera au nom de votre groupe. Dans le but de gagner un peu de temps, certaines de ces personnes se trouvent déjà ici sur scène, ce qui n'est pas le cas. Alors, j'aimerais bien vous inviter à venir vous joindre à moi. Et les autres sont déjà prêts à parler au micro.
et les micros ont disparu. Alors, ces deux affaires-là, si vous voulez, ceux qui ont été choisis, those chosen by the groups, please come forward. Venez donc me rejoindre, nous allons commencer cette discussion. Bon, alors ils vont se joindre à nous. J'aimerais également dire que nous avons reçu des commentaires de certains de nos groupes en ligne, des participants en ligne, et je partagerai cela avec vous un peu plus tard. Mais pour ceux d'entre vous qui êtes là, donc vos présentations dureront en gros 3 minutes et ensuite nous pourrons entendre tout le monde et avoir une discussion à partir de là. Alors voilà, dites-nous à quel groupe vous apparteniez. Bonjour, je m'appelle Dennis Lee, j'ai 17 ans, je viens de Vancouver et je représente le groupe numéro 3. Nous avons eu de nombreuses discussions, nous avons parlé d'accès à la nature. Moi, je viens de Vancouver. En 30 minutes, je peux aller faire de la marche en montagne, je peux aller dans les forêts, je peux aller au bord de la mer, mais il y a plein de gens qui n'ont pas accès à ça. Un groupe important de Kelowna est ici et on a beaucoup parlé des différences entre ce que cela veut dire que d'aimer l'environnement, mais que de vivre dans un environnement différent. Par exemple, ici à Vancouver, nous avons un système de transport en commun qui est plutôt bon. On peut aller quasiment partout en 1 heure, mais ce n'est pas toujours le cas pour ceux qui vivent dans d'autres villes. C'est un petit peu plus difficile de se déplacer parce que chaque région a des priorités différentes. Et ça, c'est un enjeu, une préoccupation lorsque l'on parle d'environnement. Comment pouvez-vous convaincre quelqu'un qui vit dans une autre région, qui a des expériences différentes, de s'engager envers l'environnement, de considérer que l'environnement, c'est une priorité? Ici, c'est facile parce que nous vivons dans l'environnement. Nous sommes tellement branchés sur la nature, où que nous allions. Et notre maire peut facilement dire « Nous voulons être la ville la plus verte dans le monde en 2020 ». Mais si c'est quelqu'un qui vient d'Alberta, qui n'a jamais vu l'océan, si c'est quelqu'un qui habite de l'autre côté du Canada ou dans le Grand Nord, qui n'a jamais vu nos forêts. Donc, c'est un thème auquel j'aimerais que vous réfléchissiez. Nous devons réfléchir de manière holistique. Nous devons travailler avec les autres facteurs, l'économie, l'éco-social, afin que l'environnement devienne une priorité. Et c'est pour ça que l'intersectionnalité est un des enjeux les plus importants. Voilà, j'espère que c'est quelque chose que vous garderez à l'esprit. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Jessica Hernandez, j'ai 16 ans et je viens de Vancouver. Nous étions dans le groupe numéro 1. Ce dont nous avons beaucoup parlé, c'était en fait les changements sociaux qui doivent intervenir et les changements environnementaux. Nous avons tous accès aux médias sociaux maintenant, mais on peut utiliser également cela comme outil de changement pour que l'impact des changements environnementaux persiste. Bon, ici, on est inspiré par tous les discours, on est très excité, on veut faire toute une différence, mais ensuite on va rentrer chez nous et on va oublier ce qui s'est passé et continuer avec notre vie. Mais les médias sociaux nous permettraient d'avoir un impact plus durable. On pourrait afficher certaines choses, parler, entamer un groupe de discussion sur l'environnement et ainsi de suite. Donc, si vous voyez cela sur Instagram perpétuellement, alors ceci vous rappelle ce que vous pouvez faire. Parce que, bien sûr, c'est quelque chose d'important. Nous allons avoir besoin, si vous voulez, de travailler ensemble, en groupe, et cela aura un impact plus conséquent. Le gouvernement fédéral, généralement, choisit, si vous voulez, les sujets qui lui tiennent à cœur, que ce soit le transport en commun et ainsi de suite. Bon, les gouvernements provinciaux doivent avoir leur mot à dire. Les enjeux en Colombie-Britannique sont différents de ceux qui existent en Alberta. Moi, je ne peux pas vous dire ce qui se passe en Alberta, mais les gouvernements provinciaux doivent avoir plus de poids, si vous voulez, dans ce qu'ils parlent
Nous voulons savoir donc ce qui se passe chez nous et nous pouvons intervenir, si vous voulez, lorsque nous parlons de ce que nous connaissons bien. Donc les gouvernements provinciaux devraient avoir leur mot à dire à ce sujet. 15 ans et je viens des îles de la Madeleine, c'est dans la province de Québec. Puis j'étais dans le groupe bilingue, le groupe numéro 9. Fait qu'une des choses qu'on a le plus parlé, c'est... On a commencé à parler des zones urbaines, de comment est-ce qu'on pouvait rendre les zones urbaines plus durables, en faisant du compost, en recyclant, en limitant le gaspillage. Il y a aussi un truc. Il y a quelqu'un qui a parlé de qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur école. Ils se sont rendus compte que le transport, c'était vraiment quelque chose qui polluait beaucoup. Fait qu'eux autres, pour la Journée de la Terre, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'à la place de prendre les autobus pour réduire leur empreinte écologique, ils restent à la maison, puis ils vont faire leur cours à la maison juste cette journée-là pour pouvoir sensibiliser un petit peu les gens. Une autre chose qu'on a parlé, c'est qu'il y a des gens qui refusent de s'ouvrir les yeux face à ce que l'environnement change. Puis on a aussi parlé de l'urgence, qu'il fallait faire quelque chose parce que de plus en plus, la qualité de l'air et de la terre et de la mer se détériore. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on voulait partager. Puis une autre chose qu'on a beaucoup parlé, c'est les droits environnementaux dans la Constitution. Dans le fond, le droit d'avoir un environnement sain où vivre, de l'air sain où respirer, d'avoir la bonne eau à boire, puis d'avoir un accès quand même assez relativement facile à ces ressources-là. Fait que, et de petits gestes que chaque personne peut faire pour réduire son empreinte écologique. Fait que faut penser à ce que nous, comme personnes, on peut faire pour faire que le monde soit plus vert. Bonjour, je m'appelle Ivan Carley, je viens de Maple Ridge, je représente le groupe numéro 6. Je suis anglophone et je suis une personne française. Alors, OK. So our group focused. Notre groupe s'est concentré principalement sur la sensibilisation, l'intérêt que l'on porte aux enjeux environnementaux en dehors de ces 800 jeunes qui s'intéressent particulièrement donc à ce que nous faisons et qui sont réunis ici aujourd'hui. Nous avons parlé donc des programmes d'éducation qui commenceraient plus tôt, instiller cette passion pour l'environnement depuis l'école élémentaire, plutôt que de simplement parler plus tôt lorsque nous sommes plus conscients des enjeux sociaux. Idée de de produire un peu plus d'intérêt avec les problèmes environnementaux d'un plus jeune âge, parce que en fait, si on les commence plus tard dans la vie, il y a moins d'efficacité avec commencer un intérêt dans les gens. Alors, on pensait de commencer dans l'école plus jeune. Another point that we discussed was. Nous avons également parlé de la nécessité d'action, si vous voulez, active, faire que l'environnement propre, l'eau propre, l'air propre soit un droit constitutionnel. Si nous n'utilisons pas d'instruments proactifs, les gens n'agiront pas vraiment. Et la nécessité de faire des lois et de persuader des personnes de prendre l'action avec des actions plus fortes. We also spoke to. Nous avons également parlé de solutions dans nos communautés chez nous. Beaucoup de gens à Surrey, par exemple, font des choses concrètes. Ils veulent, par exemple, ériger un jardin dans un terrain de stationnement à l'école
remplacer donc les voitures et le goudron par un jardin, prendre des actions, ou faire des choses qui soient plus respectueuses de l'environnement, plus bénéfiques pour l'environnement. Ils ont également créé une application, un jeu, qui permettra aux jeunes de s'éduquer, de se sensibiliser aux problèmes environnementaux, comment faire du compostage, comment se débarrasser des déchets verts, et quels sont les aliments que l'on peut utiliser dans le compostage et pas. Pour ce problème dans nos communautés et surtout en Surrey, il parlait de faire un petit jardin dans un espace de parking chez leur école. Alors, c'était comme un petit métaphore pour montrer comment utiliser des solutions plus éco pour remplacer des actions qui font mal à l'environnement. Pardon pour mon français. Et ils ont aussi parlé de faire une petite application, et c'est un jeu pour montrer aux petits-enfants ou aux ados comment faire le compost et quelles nourritures sont bonnes et pas bonnes pour cette action. We finished off by basically just... Nous avons terminé en disant que nous avions besoin de sensibiliser les gens, pas simplement sensibiliser les gens aux enjeux, mais également changer nos vies, comment nous pouvons changer nos vies à la maison, dans nos communautés, par nous-mêmes, pour prendre des mesures, pour préserver l'environnement, la terre, et pour essayer d'améliorer la situation au niveau du changement climatique. Les actions qu'on doit faire pour faire plus d'un intérêt dans les problèmes de changement de climat et des actions qu'on doit faire pour préserver notre terre. Merci. Good afternoon. Bon après-midi, je m'appelle Johnny Schresinger. Je viens de Surrey. Nous avons eu une excellente conversation. Nous avons commencé avec les droits que chacun a en matière de constitution. Tous les droits de la personne, par exemple, font partie de la Constitution. Et si on veut changer tout ce qui touche aux droits de la personne, il faudrait que l'on ait un référendum, comme le Brexit un petit peu. Alors ensuite, on a parlé de ce qu'on a vu au cours des derniers jours. Bon, les Premières Nations pensent qu'ils font partie de la nature et que la nature fait partie d'eux-mêmes. Et donc, si on suit cette logique, la nature devrait avoir les mêmes droits que nous au niveau juridique. On est arrivé à un consensus là-dessus et donc on a parlé de certains faits. D'ici 2050, 70% des gens dans le monde vivront dans les villes. Les jeunes sont attirés par les villes. Le consumérisme en est une des raisons. Et je ne pense pas qu'il y aura un déclin. Je crois que nous devons être plus intelligents. Notre chef de groupe a parlé des microplastiques qui sont utilisés maintenant dans les produits cosmétiques, dans le savon et ainsi de suite. Ces produits ne se vendent que parce que les gens les achètent. Si vous n'achetez pas tel ou tel produit, l'entreprise va arrêter de les fabriquer. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme cela que fonctionnent les grands empires commerciaux. Et il faut éviter de se laisser manipuler par le système. Ensuite, on a parlé de ce qu'on pouvait faire personnellement. Moi, je suis un bénévole à de nombreuses causes. Ce que j'ai appris depuis l'école secondaire, comme le bénévolat à la mairie, ainsi de suite, c'est une question de leadership plus qu'autre chose. Le leadership, c'est qu'on a besoin de plus de leaders, de chefs. Un vrai leader crée et forme d'autres leaders. Si vous pouvez faire quelque chose pour vous-même et si vous pouvez éviter tel ou tel savon qui est mauvais pour l'environnement,
c'est bon pour vous, c'est bon pour l'environnement. Mais il y a plein de gens qui disent « Oh, ben, ça ne fera pas vraiment une différence, une personne ne fera pas de différence. » Si vous êtes un leader, d'autres personnes le feront, d'autres personnes vous suivront, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas simplement une personne, c'est une réaction en chaîne. D'après ce qu'a dit notre chef de groupe, je pensais que c'était vraiment une bonne chose et j'aimerais terminer la conversation là-dessus. Nous ne sommes pas les leaders de demain, nous n'avons pas besoin d'attendre jusqu'à demain. On peut être les leaders d'aujourd'hui, parce que nous sommes des jeunes. Bon après-midi, Amos Lane North. Je viens de Nord Vancouver, j'aurai 17 ans ce week-end. Dans le groupe 2, nous sommes tous d'accord pour dire que les droits à l'eau propre, l'air propre et la terre propre soient un droit constitutionnel. Il devrait vraiment avoir un prix sur le carbone. On a parlé également des conditions climatiques extrêmes qui sévissent partout dans le monde. Il pleut plus à certains endroits, il y a plus de sécheresse dans d'autres, et ainsi de suite. Ce que j'aime beaucoup au Canada, c'est que nous avons tous les écosystèmes, sauf les écosystèmes équatoriaux. Donc, nous pouvons tout retrouver ici. Mais si la température augmente, nous allons perdre tous ces écosystèmes. Dans l'est du pays, il y a les forêts d'arbres à feuilles caduques. Ici, nous avons beaucoup de conifères. Et nous ne voulons pas détruire ces écosystèmes. Pour l'instant, nous ne sommes pas autant touchés que d'autres pays, parce que nous sommes plus au nord. Mais nous allons perdre cette diversité. Nous allons perdre cette diversité au niveau des plantes, au niveau des animaux, des ours polaires par exemple et autres. Et trop souvent, nous consommons trop de choses. Les gens ne recyclent pas, les gens ne compostent pas parce que c'est un effort trop conséquent. Et on pourrait vraiment faire une grande différence si vous utilisez les ressources naturelles. Ici, par exemple, il pleut beaucoup, mais on n'utilise pas cette eau. Si on recueillait cette eau, on pourrait en fait fournir de l'eau potable à un tas de gens sans avoir besoin de construire de nouveaux barrages. Est-ce que vous utilisez des lampes DEL, vous? Bon, très bien. Mais les lampes DEL, c'est quelque chose qui endommage l'environnement. Donc, on pourrait éviter de les utiliser et donc avoir un impact important. Merci. Bonjour, je m'appelle Richardon. Je viens également de Surrey. Comme le groupe 10, nous avons essayé de répondre aux questions. La première question était est-ce que les droits environnementaux et les droits à un environnement sain soient des droits constitutionnels? Nous avons dit que le droit à la vie, le droit à ces ressources naturelles est un droit. Sinon, nous allons tous mourir ou la société ne sera pas durable. Nous avons donc décidé que M. Trudeau, devait garder ses promesses, celles qu'il a faites à Paris. Nous devons mettre en œuvre cette taxe sur le carbone. Il faut que les citoyens et les grosses entreprises, si vous voulez, réduisent leur impact et leur empreinte. Mais les gens qui utilisent leur voiture, qui n'ont pas le choix, qui doivent emmener leurs enfants au hockey ou à l'école et ainsi de suite, nous avons décidé que cette taxe sur le carbone serait reversée, si vous voulez, au moment des impôts. Donc c'est très important. En plus de la taxe sur le carbone,
Ceci permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'environnement n'est peut-être pas leur préoccupation numéro 1. Donc, si cela affecte leur rentabilité, cela aura un impact positif. Nous voulons également réduire l'utilisation des matières plastiques. Les gens comprennent mieux, connaissent mieux maintenant ce qui se passe. Certaines entreprises, si vous voulez, suremballent les produits. Et lorsque j'ai vu, si vous voulez, cette photo de coraux, par exemple, ça me fait peur. Cela fait peur, si vous voulez, de voir quelque chose de si beau, de voir ces coraux magnifiques disparaître. Et nous devrions donc arrêter d'acheter toutes ces choses qui sont surtransformées ou suremballées. Nous avons ensuite essayé de répondre à la deuxième question. Donc, comment défendre l'agriculture locale? Nous avons des étudiants qui viennent de partout, en fait, au pays. Et nous avons également donc des gens de Penticton, Kelowna, donc des villes plus petites que Surrey et Vancouver. Ces gens peuvent appuyer les agriculteurs locaux. Et si vous n'achetez pas des grosses entreprises, bon, il y a plein de gens qui aiment les pizzas de Costco, mais bon. Mais si vous voulez aider les agriculteurs locaux, moi je ne savais même pas. C'est que l'agriculture locale, si vous voulez, est importante. Nous avons besoin, si vous voulez, d'aider ces éleveurs. Et nous avons une empreinte, si vous voulez, colossale que nous laissons à cause de cela. Voilà, merci beaucoup. Je m'appelle Eisengrass, je viens de Borden, en Ontario, j'ai 15 ans. Nous avons pu parler de ces enjeux importants en matière environnementale. Ce qui a le plus retenu notre attention, le plus gros défi, c'était la question des droits environnementaux. Et est-ce que un air sain, des terres en bonne santé, de l'eau potable, est-ce que cela devrait être des droits constitutionnels? Nous pensons que ce devrait être des droits constitutionnels. C'est un processus qui prendra beaucoup de temps néanmoins. En attendant, nous avons pensé de ce que nous pouvions faire en tant qu'individus, en tant que communauté, continuer nos efforts pour que l'environnement soit aussi propre et sécuritaire que possible. Ce dont nous avons parlé, vous pouvez aller parler à quelqu'un dans votre collectivité, un élu municipal, provincial, fédéral, et vous n'êtes pas simplement là pour prendre des photos et sourire pour la photo, mais suggérer donc des choses qui sont importantes, qui vont aider l'environnement, et suggérer ce que vous considérez comme étant une solution possible. Nous avons également parlé de la taxe sur le carbone. Est-ce que cela fonctionne? Nous pensons que cela fonctionne, que c'est utile et que l'on devrait utiliser les fonds ainsi générés dans des projets d'énergie renouvelable et d'énergie durable. Donc, c'est quelque chose que nous pourrions ainsi utiliser à l'avenir. Ce dont nous avons également parlé en matière de taxe sur le carbone, est-ce que le Canadien moyen devrait payer cette taxe sur le carbone lorsqu'ils n'ont pas le choix? Ils doivent conduire quelque part et ils doivent utiliser donc leur voiture. Nous pensons qu'il devrait y avoir différents paliers de taxes sur le carbone. Les grosses entreprises qui polluent beaucoup, qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre devraient payer plus que le Canadien moyen. Voilà, merci beaucoup. Hello, everyone. Bonjour, je m'appelle Eric. Je représente le groupe numéro 4. Today, we... Aujourd'hui,
au sein du groupe 4, nous avons beaucoup parlé de la question numéro 3 et de la question numéro 4, c'est-à-dire ce que les gens sont prêts à faire pour réduire l'incidence du changement climatique sur notre communauté. D'ici 2050, 70% du monde vivra dans des villes, et ce que nous devrions faire à ce sujet. On a surtout parlé de solutions de rechange pour l'avenir et pour maintenant. Nous avons beaucoup parlé de panneaux solaires. Par exemple, Elon Musk a introduit de nouveaux panneaux solaires sur le marché qu'on peut vendre, ou le fait que les gens devraient utiliser les transports en commun ou se rendre à pied ou éteindre la lumière, ce type de choses, pour pouvoir économiser de l'électricité et de l'énergie. On a également beaucoup parlé de faire pousser des jardins dans nos écoles et dans nos collectivités pour montrer les gens de la collectivité ce que ça veut dire que d'être durable et l'incidence que cela peut avoir sur l'environnement. Préserver l'énergie, diminuer le changement climatique et marcher ou faire du vélo quand vous pouvez aller à quelque place ou prendre l'autobus et étendre la lumière, l'ordinateur, etc. Les idées ma groupe créé et renouvelables énergie comme les panneaux solaires sur les toits et les fenêtres dans la maison ou utiliser les 3R, réduire, réutiliser et recycler. Et utiliser et acheter juste les choses vous utilisez tout le temps et arrêtez d'acheter les choses inutiles. Merci. Thank you, everyone. Merci. Bonjour, je m'appelle Evan, je suis de Winnipeg et je représente le groupe 5. Une chose dont nous avons parlé, c'était les villes. Le fait qu'une plus grande partie de la population du monde vit dans des villes. Et comment on pourrait utiliser cela à notre avantage pour réduire la quantité d'énergie non renouvelable qui est utilisée. On pourrait, par exemple, voir tous les gratte-ciel et les trottoirs et les utiliser pour créer de l'énergie. Mettre des panneaux solaires sur le haut des bâtiments ou même sur les trottoirs ou sur les routes. On a également parlé du fait que le gouvernement doit créer des incitatifs pour que les entreprises aient davantage le désir de faire preuve ou de viser la durabilité, par exemple des remboursements pour l'argent que les sociétés perdraient s'ils changeraient leur façon de faire et utilisaient des produits renouvelables. Parce que comme David Suzuki l'a dit, l'objectif d'une société, ce n'est pas de protéger l'environnement, c'est de gagner de l'argent. Donc le gouvernement doit assumer cette responsabilité de rendre cela rentable pour les entreprises. Nous avons également parlé, et notre ambassadeur à la jeunesse l'a mentionné, si vous allez à Starbucks à tous les jours, que vous prenez une tasse et qu'ensuite vous devez la jeter, eh bien c'est du gaspillage. On peut énormément réduire le gaspillage. Vous pourriez utiliser par exemple une bouteille que vous amenez de chez vous et demander à Starbucks de vous la remplir parce qu'au fil des années, ça va s'accumuler. Si vous le faites tous les matins, en une année, c'est 365 bouteilles qui ne vont pas dans un dépotoir, ne produisent pas de méthane et d'émissions de carbone. Alors, il s'agit simplement de petits sacrifices qui peuvent avoir un impact considérable quand on agit de concert, qui permet d'améliorer les choses et permettra de préserver la Terre pendant longtemps, on l'espère. Merci. Merci beaucoup à vous 10. Comme je vous l'ai promis, on va également recevoir des commentaires en ligne. Jeffen va nous faire part de ses commentaires, ceux de l'Ontario, en direct de l'Ontario. Jeffen suggère
que le forum devrait avoir une campagne de médias sociaux par rapport au contenu de ce dont on a parlé aujourd'hui. Ça permettrait de susciter l'intérêt d'autres jeunes partout au pays qui n'ont pas pu participer au forum. Alors, je vous invite à nous suivre sur Instagram, parmi d'autres médias, et je vous invite, vous tous, de nous donner des commentaires sur notre stratégie de médias sociaux, la façon dont on a tendu la main à divers groupes tout au long de ce forum. Un autre commentaire de sa part, même si ça a l'air infaisable, je suggère qu'on fasse un forum semblable à ce qui a été fait à Calgary, un forum qui utilise le modèle de Paris, pour parler sur l'environnement, pour montrer que nous nous préoccupons réellement de l'environnement et que c'est le cas pour les jeunes également. Eh bien, moi, je suis convaincue, ayant assisté à ce forum aujourd'hui, que les jeunes se préoccupent de l'environnement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Justin que c'est une excellente idée. Avant de rendre la parole à Deborah, j'aimerais inviter une invitée spéciale, Rachel. Elle est de la Chine. Elle est étudiante internationale à Surrey et elle aimerait vous faire part de ses commentaires. Bonjour, je m'appelle Rachel. J'étudie en 10e année à Panorama Ridge. Je suis de la Chine, donc je crois que je suis la seule étudiante internationale ici. C'est vrai? C'est un grand honneur pour moi que d'avoir été invitée à faire partie de ce programme. J'aimerais représenter tous les étudiants d'écoles secondaires internationaux et j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire au Canada. Et il y a beaucoup d'étudiants qui vivent en zone rurale en Chine. Ils n'ont pas accès à l'eau potable ou de l'air propre. Mais regardons autour de nous. Nous vivons dans une ville magnifique, un des plus beaux pays au monde, avec énormément de débouchés et de possibilités. Alors pourquoi ne pas faire de tout notre possible pour améliorer la situation? Par exemple, au Canada, je vois beaucoup de gens qui veulent protéger l'environnement, mais il n'y a pas de gestes concrets qui sont posés. J'estime, quant à moi, que c'est un moment propice maintenant pour passer à l'action et que notre génération saura faire la différence. Merci. Wow. C'est vraiment épatant que tout cela se soit passé en si peu de temps, que vous avez passé ensemble. Je crois que ça va rassurer le Dr Suzuki que ses petits-enfants auront un avenir prometteur et que les jeunes sont réellement impliqués, qu'ils s'intéressent à ces enjeux et qu'on a besoin simplement de vous donner les outils et les occasions de fournir vos contributions. Donc, je suis désolée qu'on doive s'arrêter maintenant, mais je sais que la conversation va continuer en ligne. Je vous encourage ceux d'entre vous qui nous avez suivis en ligne de continuer à fournir des commentaires. Et ceux qui ont participé aujourd'hui, allez sur les médias sociaux, utilisez nos mots-clics pour continuer et poursuivons ces efforts partout au pays. Mais maintenant, mon travail le plus important, ma tâche la plus importante, c'est encore une fois de remercier nos commanditaires pour leur généreux soutien. Notre commanditaire national a fourni des investissements pour protéger et améliorer l'environnement et c'est une priorité pour eux. Cela a été le cas pendant plus de 30 ans. Promouvoir l'éducation et la participation de la communauté est une pierre angulaire de leur stratégie. Nous sommes ravis d'être leur partenaire pour Canada 150. Et moi, j'ai le grand plaisir maintenant de vous présenter Catherine Cook, directrice de services bancaires communautaires, région du Pacifique, le groupe TD Bank. Elle va nous offrir quelques propos. Félicitations, félicitons ces jeunes pour leur présentation. C'est formidable d'entendre tout ce que vous avez fait. Alors, bonjour, j'espère que vous avez passé une journée extraordinaire, vous avez partagé les uns avec les autres et que vous avez aussi aimé la présentation du conférencier David Suzuki.
Je suis ravie d'être ici parmi vous, d'établir des liens avec et de voir cette occasion qui vous a été offerte pour agrandir vos connaissances et tisser des liens pour pouvoir vraiment affecter et effectuer des changements au sein de notre société. À TD, nous efforçons d'appuyer ce type de forum. Nous vous encourageons de partager avec vous, par le biais de votre créativité, ce qui est le défi le plus important auquel fait face votre génération. L'anniversaire, le 150e anniversaire du Canada est l'occasion par excellence d'amorcer ce dialogue. Nous célébrerons ce que nous avons accompli, nous réfléchirons à ce que nous avons représenté, nous nous concentrerons sur ce que nous voulons encore réaliser dans l'avenir. Nous avons besoin de vous tous pour nous guider, pour nous interpeller, afin que nous puissions tout de suite passer à l'action. Nous savons que le monde est en évolution rapide. Au fur et à mesure que nous devenons plus interreliés, nous devons nous concentrer davantage sur l'incidence que nous avons partout. Une meilleure sensibilisation communautaire et du public est la meilleure façon d'aborder les enjeux qui nous confrontent, qu'il s'agisse de l'environnement, des droits de la personne, la diversité, l'inclusion ou la façon dont nous avons une interaction avec le monde par le biais des affaires ou du développement. Si nous le faisons dès un jeune âge, nous nous assurerons que les Canadiens sauront donner l'exemple, être un modèle de responsabilité et de communauté durable. De nombreux défis auxquels nous faisons face chez nous et à l'étranger demande une nouvelle façon de voir les choses. C'est pour ça que c'est si important que vous ayez ce rôle à jouer et que vous avez participé à ce forum. Notre tâche n'est pas simplement de vous laisser ces problèmes à régler. Non, ce ne serait pas juste. Mais nous devons vous appuyer et vous fournir des occasions comme celui-ci pour vous aider à établir vos réseaux, développer votre pensée, vos réflexions, afin que vous puissiez faire preuve de plus d'audace et que vous sachiez que de petits gestes peuvent mener à de grands changements. Si je n'ai qu'une demande, c'est que vous restiez reliés, connectés à ceux dont vous avez fait connaissance aujourd'hui. Restez en contact, encouragez-vous les uns les autres et continuez sur la voie sur laquelle vous vous êtes lancés. Merci de m'avoir permis de vous offrir ces quelques mots. Félicitations de votre participation continue et joyeux 150e anniversaire au Canada. Alors, joignez-vous à moi encore une fois, s'il vous plaît, pour applaudir chaleureusement le groupe Banque TD, ainsi que notre haute commanditaire, Great West, la Fondation McCain, WestJet et bien sûr, Expérience Canada, qui ont tous contribué à rendre cette journée possible. Merci. Alors, je vais essayer de vous raconter une blague. Comment est-ce que les propriétaires d'une voiture Prius conduisent? Lentement, avec une main sur le volant et l'autre main qui leur donne une accolade sur le dos. Une petite tape d'appréciation. Alors, vous pouvez toujours vous féliciter vous-même d'être ici aujourd'hui et pour le changement que vous arrivez à amener à votre collectivité. Je sais que c'est très drôle, mais il faut quand même se calmer un petit peu. Il me reste deux choses à vous dire. Premièrement, un peu plus tôt cet après-midi, vous avez reçu des formulaires d'évaluation au sujet de l'événement d'aujourd'hui. Ça devrait être sur votre siège pour ceux d'entre vous qui participent en ligne. Un lien au sondage d'évaluation sera affiché à la fin de cette séance et un autre vous sera envoyé par le biais de votre courriel, de votre adresse courriel. On aimerait vous demander de les remplir. Nos bailleurs de fonds au ministère du patrimoine canadien apprécie beaucoup votre opinion et votre rétroaction et nous assurera, et ça permettra d'assurer un soutien continu à ce type d'événement visant les jeunes. Et cela nous permettra également d'avoir des programmes qui s'améliorent constamment. Décider qui sera choisi pour se rendre à Ottawa. We have included a ballot for you to... Nous avons inclus un bulletin de vote pour vous et vous pouvez voter pour jusqu'à 3 participants sur le site et 3 participants en ligne, des participants que vous aimeriez voir vous représenter au Forum national à Ottawa. Une personne qu'une seule fois. Alors, vous ne pouvez pas mettre votre nom 3 fois. Pour ceux qui participent en ligne,
nous allons vous fournir un lien pour voter par Internet. So for those of you who didn't understand that last sentence in French, you can vote. Vous pouvez voter pour vous-même, mais vous ne pouvez voter pour une personne qu'une seule fois, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas compris cette phrase en français. J'aimerais vous rappeler, pour ceux qui avaient assisté au forum aujourd'hui, que vous avez l'occasion, non seulement à cause de votre participation aujourd'hui, mais également grâce à votre participation en ligne lors des 3 prochains forums, d'être choisi pour aller à Ottawa lors du Forum national des jeunes en juin. Les votes que vous nous donnerez aujourd'hui, y compris les commentaires des bénévoles, des enseignants, des participants, nous permettra de choisir les 37 participants. Nous vous envoyerons un avis dans les prochaines semaines si vous êtes choisi. Veuillez s'il vous plaît remplir ce sondage, le formulaire d'évaluation et le bulletin de vote et nous allons les recevoir de votre part à la sortie. Il me reste un petit paragraphe. Je sais que vous notez les noms de tous vos amis en ce moment, mais il ne me reste qu'un petit paragraphe à vous dire. Âgés de 14 à 19 ans ont encore 3 possibilités d'être sélectionnés pour se rendre à Ottawa, comme je viens de dire en anglais. Tout simplement en participant à l'un de nos forums jeunesse ou à tous qui auront lieu. Vous avez vos calendriers, vos iPhones, vos quoi que ce soit. À Montréal, mardi prochain, le 11 avril. À Halifax, le 16 mai. Et à Winnipeg, le 25 mai. Tous ceux que j'ai rencontrés au cours de la journée aujourd'hui, I hope that you'll be online with us at those 3 forums. Et j'espère que je pourrai lire tous vos commentaires. /150 pour connaître tous les détails concernant les conférenciers et les heures de diffusion en direct sur le web. Last thing, bus pickups. Those of you who came with your teachers, they have the information on the buses, so see them when you're done your surveys. Those of you who... Maintenant, ceux d'entre vous qui êtes ici avec le programme de déplacement, avec Canada 150 et moi, vous avez jusqu'à 5 heures de l'après-midi pour rendre visite au Science World. Voilà, c'est tout. Have a wonderful... Merci beaucoup et un bon retour chez vous.